Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver. On a passé Théophile Messer et moi-même une excellente semaine et déjà, on peut le dire, à 100% grâce à vous. Comment ça va, Théo? Écoute, ben, ça va très très bien. Tu m'ôtes les mots de la bouche, effectivement. C'est en grande partie grâce à vous. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés dans la semaine. Déjà régulièrement, mais plus particulièrement sur l'épisode de la semaine dernière. Pour tout vous dire, avec Pierre Armand, cet épisode, il nous semblait malgré tout important de le faire. On savait aussi, alors c'est pas, on est loin d'être des Che Guevara, hein, c'est pas une prise de risque énorme, mais on sait aussi que par le truchement des réseaux sociaux, de ce type de prise de position, ou du moins de parole plutôt que de prise de position, peut parfois prêter le flanc à des retours pas très agréables. Voilà, on voulait vous remercier mille fois pour tous vos messages. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais sur tout. Mais par contre, dans la manière dont on peut échanger avec vous, c'est toujours un plaisir et ça nous a fait vraiment chaud au cœur de voir le nombre de commentaires et de soutien qu'on a pu recevoir dans la semaine. Donc un gros merci. Et merci à tous ceux qui nous disent qu'ils a la joie de faire partie de maintenant ce qu'on appelle la tribu Hoop Culture. Et merci à notre auditeur, dont j'ai oublié le nom car je suis très très mauvais pour noter les noms de chacun, qui a noté cette incroyable formule A Tribe Called Hoop. Et ça nous inspire plus qu'au quotidien, ça, Théo, maintenant. Ouais, on vous en dira plus bientôt, mais ouais, c'est une petite ampoule qui s'est allumée, donc vous verrez ça très bientôt. Et une petite ampoule qui s'était allumée grâce à vous aussi, chers auditeurs, qui nous regardez ou qui nous écoutez simplement. Dans les commentaires, souvent, vous nous mettez des idées de thèmes. Et un jour, un de nos auditeurs, dont je n'ai évidemment pas de nom, mais ça vous l'aurez compris maintenant, c'est pas ma spécialité, nous avait dit ce serait cool de faire des parallèles entre les joueurs et des disques, par exemple. Et on s'est dit que prendre juste des joueurs, c'était un petit peu compliqué. Donc, on va faire notre toute première édition, Théo, de ce qu'on appellera peut-être le Music Game. C'est-à-dire qu'on prend un match qu'on a choisi, qu'on se choisit totalement arbitrairement, hein, je vais pas vous mentir, surtout quand ça vient de chez Théophile, il choisit et puis on ferme sa gueule. Euh, Toi, tu vas pas t'y mettre déjà que Charlie-Antoine essaye de me faire porter une étiquette de dictateur depuis oui, 3 ans, là. c'est trop facile de faire ça. Donc, du coup, on se dit, bah, on va prendre un match, on va prendre les deux 5 majeurs et peut-être un sixième homme. Et on va dire bah, quel disque nous fait penser tel joueur, tel joueur. Alors, on s'est dit quel match on va prendre en premier, un match iconique forcément. Et le premier qui nous est venu en tête, le dernier match qui nous a marqué au fer rouge et au plus haut point, qui nous fait peut-être encore faire des cauchemars, c'est bien évidemment la finale des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Cette finale entre les États-Unis et la France, Théo, un match qui nous donne encore quelques sueurs froides. Ouais, c'est clair. Quel match et puis quelle finale au pluriel, parce que il y a bien sûr eu derrière la finale des filles. Je sais plus, même plus dans quel ordre c'était. C'est Si les filles en c'était la dernier. finale des filles en dernier. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc oui, plein plaisir de voir les équipes de France en finale aux deux teams USA. Suspense jusqu'au bout et forcément, voilà, dans les deux cas, on repart un peu chagriné, déçu parce qu'on y a cru tout du long. Mais la finale des Jeux Olympiques entre les deux équipes masculines nous a tenu en haleine un bon moment. Deux rosters vraiment intéressants. Un petit peu, j'ai l'impression que c'était un petit peu des rosters de transition de chaque côté avec des joueurs établis, d'autres qui montrent un petit peu le bout de leur nez. Et comme le disait Pierre Armand, on a eu envie de saisir l'opportunité de choisir ce match-là pour commencer. Je te le dis tout de suite, j'ai triché, j'ai pas pris les 5 majeurs, moi, j'ai pas pris les 5 de départ. J'ai pioché, me suis refait des 5 un petit peu composites. Oui, parce qu'au départ, alors voilà, pour en rajouter un petit peu sur le côté autoritarisme de Théophile, on dit, alors on va faire le 5 et un sixième homme. Ouais, ok, pas de problème. Et hier, il m'envoie, j'ai pris un 5 au hasard, à demain. Ok, bon, très bien. Ok, chef, j'ai pas le droit de toute façon, sinon, se finirait au goulag ou dans une prison politique quelconque si j'ai la chance de rester en vie. Donc, on va démarrer, si tu veux, Théo, tout seigneur, tout honneur, par l'équipe haute. Donc, on va commencer avec l'équipe de France. Ouais. Je te laisse donc démarrer, puisque je pensais qu'on avait le même 5, mais on ne l'a pas, donc je te laisse commencer. Du coup, ça donne un peu de pluralité, tu vois. On va taper plus large, Exactement. c'est ça. Exactement. Alors, par qui je commence? Bonne question. Écoute, je vais commencer par. Allez, je vais commencer par mon chouchou. Je vais commencer par Nando De Colo. C'était sa dernière campagne avec l'équipe de France. Il a été exemplaire dans sa régularité à partir de 2009, je crois, sa première campagne, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Tout le temps répondre présent.
un joueur dont le passage en NBA a été rapide, entre guillemets, ou du moins il s'est pas attardé, mais derrière, quel bon choix de carrière de venir dominer le plus grand championnat autre que la NBA, l'Euroleague, dont il a été l'un des meilleurs joueurs, un joueur historique, un joueur légendaire même maintenant, qui touche à la fin de sa carrière. Bien sûr. Un des basketteurs français, si ce n'est le basketteur français que j'ai préféré voir sur les terrains et que je préfère, parce qu'il est encore, je suis ravi qu'il ait pu changer d'équipe en cours de saison pour pouvoir avoir une vraie chance de jouer quelque chose d'important en Euroleague. Et Nando De Colo, alors je me suis posé la question, tu vois, et j'ai choisi un album d'un de mes rappeurs préférés, Evidence, l'un de ses derniers albums, Unlearning, parce que sur cette campagne avec l'équipe de France, on l'a dit, c'était sa dernière campagne, il était plus tout à fait au niveau qu'a été le sien lorsqu'il était parfois même le meilleur joueur de cette équipe de France, je pense notamment à 2015. Et par contre, pour la finale, alors qu'il avait eu un temps de jeu vraiment... un rôle et un temps de jeu qui est vraiment fluctuant sur toute la campagne, bah finalement, il rentre, il joue pas beaucoup, mais 12 points, il est excellent à un moment où on croit vraiment que l'équipe de France a encore une chance. Et donc j'ai choisi l'album d'Evidence, Unlearning, l'un des derniers albums d'Evidence, parce que ce que j'aime avec Nando et ce que j'aime avec Evidence, c'est comme le bon vin pour les amateurs, c'est vraiment des joueurs et un musicien dans le cas d'Evidence qui ont continué à évoluer, continué d'évoluer, continué peut-être de se bonifier même au fil du temps. Et Nando, il est arrivé à un niveau où de toute façon la technique elle est acquise depuis tellement longtemps qu'il peut faire un peu comme Evidence avec le concept de ses albums Unlearning, parce qu'il y a 2 volumes, de se dire bon maintenant j'ai suffisamment de bagages pour pouvoir m'adapter et jouer un peu. Alors dire que c'est jouer au feeling, ce serait trompeur parce que rien n'est laissé au hasard, mais laisser plus grande part à mon savoir-faire et être joué libéré. Donc voilà, j'ai choisi cette référence-là pour Nando. Tondo De Colo, 18 minutes, 12 points à 5 sur 7 sur cette finale. Un match remarquable en tout point où il nous garde dedans et il nous Ouais. fait remonter à un moment où presque on baissait un petit peu les bras. Moi, pour illustrer Nando De Colo, j'ai pris un album. Alors, j'ai amené tous mes disques et j'ai oublié juste celui-là que j'ai laissé lâchement près de ma platine. C'est l'album dont je t'ai parlé l'année dernière de The Milk qui s'appelle Oui. Borderlands. Le 4e album studio de The Milk, ce voyage cinématique par ce groupe anglais qui s'est rencontré au lycée. Voilà, c'est vraiment un album, quand je t'ai dit, c'est même plus qu'un disque, c'est vraiment une time capsule, tu vois, un truc que tu peux retrouver au fond d'un coffre enterré en disant pour quelqu'un qui retrouvera ça dans 500 ans, voilà un vrai bon disque qui pourrait synthétiser tout ce qu'on aime, avec plein de cuivres, des voix dans tous les sens. Si tu penses à Marvin Gaye, Bill Withers, Curtis Mayfield, avec une petite touche anglaise, tu kifferas cet album Borderlands. Et sur ce disque, il y a un titre qui s'appelle I Saved My Best for You. J'ai gardé le meilleur pour toi. Et c'est ce qu'on pouvait dire pour Nando sur cette finale, qu'il avait vraiment gardé le meilleur pour la fin. Et, euh, et c'est vraiment, tu vois, tous les observateurs disaient, ouais, lui nous a déçus, lui. Et en fait, Nando, tout le monde disait, il nous a fait kiffer. Et en fait, c'est ça qu'on voulait, c'était kiffer ce match. Et lui, il nous a régalé pour son dernier match avec l'équipe de France. Et puis, sur la plus grande scène, briller à nouveau, montrer que le basket mondial et européen n'aura jamais eu le moindre secret pour lui, même s'il n'a pas kiffé. Lui, il n'a pas aimé son expérience NBA plus que ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas de niveau. C'est juste que je pense qu'il n'en avait pas forcément envie. Mais donc, voilà, pendant le dos de Colo. Très bien, excellent choix. Est-ce que allez, enchaîne avec un autre, comme ça on peut alterner. Alors, je vais démarrer avec le 5 majeur, une des révélations de ce tournoi, Asia Cordigné, qui joue 16 minutes dans cette finale, 0 points, 0 sur 5. Et pour l'illustrer, je te sors le disque de Giselle Smith, qui s'appelle Ruthless Day, qui signifie plus ou moins journée dramatique, journée très compliquée. Voilà, qui illustre bien ce match un petit peu cauchemardesque malheureusement pour Asia Cordigné, qui avait montré un niveau contre le Canada, contre l'Allemagne également totalement fou dans ce tournoi. Et voilà, Giselle Smith, si vous la connaissez pas, elle sort en 2008 de la scène anglaise soul. Elle était la chanteuse d'un groupe allemand que vous connaissez peut-être qui s'appelle les Mighty Mocambos. Et elle a été surnommée tout de suite. Alors,
c'est pas facile à porter, la Golden Girl of Funk, et elle avait sorti donc son tout premier album qui s'appelait This is Giselle Smith, exactement. Il faut savoir qu'elle est de Manchester, née et élevée à Manchester, born and raised, une maman des Seychelles et un père afro-américain qui était, écoute-moi bien, et qui était membre du groupe légendaire de la Motown, les Four Tops. Wow. Donc, ouais, ouais, donc bon, j'imagine qu'on écoutait des bonnes choses à la maison. Et donc, elle avait sorti sur cet album This is Giselle Smith, le premier album, un morceau qui s'appelle Working Woman, qui avait fait grand bruit, qui avait été joué dans tous les clubs, qui avait été même remixé par Kenny Dope sur son label KD Records. Et voilà, donc cet album qui avait été suivi de 2 singles, un qui s'appelait June et un qui s'appelait Johnny, qui était sorti qu'en 45 tours et qui ont une belle petite cote maintenant. Et ça, c'est donc son deuxième album qui s'appelle Ruthless Day. En plus d'être la Golden Girl of Funk, c'est une Golden Girl tout court. J'ai eu la chance de jouer, mixer en première partie d'un de ses concerts et de la rencontrer. Et c'est une fille super sympa et ultra talentueuse. Voilà, donc Giselle Smith, et ça, c'était sorti sur le label Jalapeno Records. Ruthless Day pour illustrer ma mauvaise journée d'Isia ce jour-là. Alors, on a envie de dire au plus mauvais moment, mais est-ce qu'on pouvait leur. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on en a voulu à qui que ce soit suite à ce match. Non, non, c'est clair, ça s'est vraiment joué à rien. Alors pour Azaya, c'est vrai il a été excellent, hein, dans ce tournoi, notamment défensivement. Et ce que j'aime beaucoup, ce que même sur la dernière campagne où je sais que c'était un petit peu compliqué, j'adore la manière dont il donnait le ton défensivement dès le début, en fait, par son Mm, agressivité, son activité de chaque instant. Là, c'est vrai que c'était pas son match. Offensivement, c'était pas son match, ça n'a pas été son match. Écoute, allez, moi je te propose, du coup, j'avais pas Azaya dans les joueurs que j'ai gardés sur ce match-là. Euh, je vais prendre Gershon. Allez, je vais enchaîner avec Gershon. Gershon Yabusele, et j'ai choisi un album de M.O.P., leur deuxième album, Firing Squad. Pourquoi cet album en particulier? Parce que il y avait déjà eu le premier album d'M.O.P. à l'époque où on avait senti qu'il y avait du potentiel, mais c'était très brut. Voilà, c'était produit intégralement, quasi intégralement par le producteur d'Hier Period. Il y avait le morceau How About Some Hardcore qui avait fait, voilà, qui avait marqué les esprits, mais mm. il y avait pas mal de groupes qui rappaient en gueulant un petit peu à l'époque. Par contre, avec Firing Squad, c'est vraiment l'album avec de la révélation, dans le sens, c'est avec cet album que je me suis dit non, ce groupe-là, il est vraiment fort, c'est pas juste dégueulasse, c'est technique, c'est fort. Et là, au niveau de la production, c'est bien plus diversifié. Il y a DJ Premier qui avait déjà fait des remixes du premier album, mais là, qui produit plusieurs morceaux sur cet album-là. Les deux rappeurs ont passé un cap, je trouve, techniquement. Et t'as ce côté toujours très, quand même, brut de décoffrage. Ça déboîte, ils ont peur de personne. Donc il y a un côté très Billy Dance, je trouve, dans le positionnement de Gershon, sa manière de jouer. Donc voilà, l'album Firing Squad. Genre, si tu pars pour un match de basket, tu te mets ça dans la voiture un peu fort, je pense que t'arrives, t'es au-delà de hypé, t'es prêt à en découdre. Dancing Bear, alors au moment où on enregistre cette émission, on a appris qu'il était parti du côté de Chicago. Ouais. Il sera peut-être un Dancing Bull du coup, mais est-ce qu'il restera là-bas à suivre parce que tout change tellement rapidement qu'on va voir d'ici là, d'ici dimanche, si ça a bougé ou pas. Pour illustrer Gershon, alors Gershon, c'est 31 minutes, 20 points à 6 sur 14, et une action qui a fait le tour du monde et qui reste comme certainement l'action la plus iconique de ce tournoi de basketball 2024, et une photo incroyable qu'on peut accrocher au Louvre. Je crois qu'il est accroché chez lui d'ailleurs. Moi, j'ai pris un disque qui est sorti en 2006, qui est un disque des Roots, qui s'appelle Game Theory, qui est le 7e album studio des Roots, qui est le premier disque qui n'est plus sur Geffen Records, mais sur Def Jam Recordings, donc c'est le premier. Petite particularité de ce disque, il a été entièrement enregistré avec GarageBand. Hein, c'était une petite particularité, le fameux logiciel d'Apple. Et puis c'est un album beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark dans le propos aussi, hein. Bon, ça se voit sur la pochette, bien sûr. On peut même penser à des titres et des textes comme ceux de Public Enemy. C'est beaucoup plus social et beaucoup plus conscient en tout cas. Il y a même des thèmes sur un thème, un morceau avec sur JD là. Voilà, donc c'est acclamé, en tout cas, la critique a acclamé ce disque quand il était sorti.
Il avait été nommé pour le meilleur rap album au Grammy. Et voilà, 200 000 copies quand même vendues aux États-Unis. Donc un très bel album. Et pour voilà, donc cet album qui s'appelait Dilltastic, donc ce fameux morceau avec Dilla, bien sûr, sur Dilla. Et moi, le morceau qui me parle sur Gershon là-dessus, c'est un morceau qui s'appelle Living in a New World, parce il prend une nouvelle dimension là-dessus. Gershon, voilà, cette image fait le tour du monde. Ça lui vaut donc la saison qui suit, une très très belle saison à Philadelphie. Enfin, il sort la tête de l'eau et reprend sa place en NBA. Bon, la suite est moins glorieuse et on espère que ça va redémarrer pour lui. Mais voilà. Living in a New World, The Roots pour le Dancing Bear. Ouais, superbe cet album des Roots qui est assez rarement, je vois peu souvent cité, mais c'est vraiment, il est excellent de A à Z. Et t'as raison sur la référence à Public Enemy. Je crois que c'est au début du premier morceau d'ailleurs ils reprennent même carrément des paroles de Chuck D au début d'un morceau. Donc j'adore cet album. C'est ça. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Je réfléchis sur qui je vais partir. Allez, je vais partir sur Victor Wembanyama. Tu vas voir, j'ai encore triché. Parce que j'ai pas su me décider entre deux albums. Donc je lui ai collé deux albums direct. Je vais commencer par le premier. Alors, l'un de mes albums, tout type de musique confondu, l'un de mes albums préférés, c'est l'album A Love Supreme de John Coltrane. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a des similitudes entre John Coltrane et Victor Wembanyama parce que à travers, alors leurs moyens d'expression ne sont pas les mêmes, mais il y a justement cette nécessité, je trouve, de s'exprimer à travers leur art et au-delà de la technique qui est assez phénoménale des deux côtés, une recherche d'expression brute de soi-même. Alors, je dirais pas que sa performance de Victor Wembanyama, c'était de son Love Supreme. Par contre, ça m'a fait penser à un album qui est sorti juste avant Love Supreme, qui s'appelle Crescent, qui est beaucoup moins connu que Love Supreme, mais sur lequel on retrouve en gros, on retrouve à peu près les mêmes éléments, c'est le même quartet avec Jimmy Garrison à la basse, l'immense Elvin Jones à la batterie et McCoy Tyner au piano. Il y a un petit peu la même ambiance. Tu sens que John Coltrane est sur le chemin qui va le mener à Love Supreme, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc c'est à ça que me fait penser un petit peu Victor Wembanyama à ce stade-là où le talent est indéniable, la technique est déjà là, mais tu sais que c'est pas encore le meilleur de ce que tu vas avoir. Et du coup, voilà, j'hésitais entre cet album Crescent de John Coltrane et un autre album qui est l'un de mes albums de rap préférés, c'est l'album 80 Aliens d'Outkast. Mm-hmm. Bien sûr parce qu'il y a le côté alien, et aussi parce que un peu de la même manière, le premier album d'Outkast était sorti, il était cool, j'avais bien aimé, mais j'avais pas forcément pressenti que derrière il y avait peut-être l'un des meilleurs groupes de rap de tous les temps. Et derrière, sur 80 Aliens, pour moi, c'est vraiment là où ils sont complètement démarqués de ce qui pouvait se faire à côté. La personnalité, ça ressemble à rien d'autre. Outkast, ça ressemble plus à rien d'autre. Il y a des expérimentations et pourtant, même chose un petit peu, ils sont pas encore au bout de leurs expérimentations. Donc, même chose, tu vois, ce qui vient après sur Stankonia ou sur Aquemini, ça va encore plus loin dans cette prise de position ou d'identité. Et pour Victor, voilà, ça me fait penser aussi à ça. Tu sais que c'est un alien, tu sais que ça ressemble pas à autre chose, tu sais que le niveau, il est déjà complètement dingue, mais là encore, on n'est peut-être pas encore au bout de nos surprises. Donc voilà les deux disques auxquels m'ont fait penser Victor. Victor Wembanyama, 30 minutes, 26 points à 11 sur 19 et des larmes qui nous ont arraché le cœur à la fin de ce match, mais en même temps qui ont fait dire à tous les observateurs du monde, oh putain, ces larmes-là, je pense que tous les observateurs NBA se sont dit, il y en a un, il va pas oublier ça et ça va lui servir pour tout le reste de sa carrière. Alors moi, je suis ni jazz ni soul pour illustrer Victor Wembanyama. Je pars sur le 7e album d'Iron Maiden qui s'appelle Seven Son of a Seven Son. Et selon tu sais que l'imaginaire d'Iron Maiden, qui a une identité très forte par son logo, par ce personnage qu'on retrouve sur toutes les pochettes de disques. Tu parlais d'identité de Victor, un groupe qui a construit sa légende sur scène aussi, comme Victor, qui n'est jamais meilleur que lorsqu'il est sur un parquet, qui se nourrit de mythologie souvent nordique, et dans la mythologie nordique, la légende du 7e fils d'un 7e fils, c'est celui qui a le pouvoir de guérir.
celui qui a le pouvoir de guérir et celui qui a le pouvoir de clairvoyance également. Et justement, dans ce disque, qui est un disque qui est considéré comme un des meilleurs du groupe, un de ses chefs-d'œuvre, il y a pas énormément de morceaux, il y a 8 morceaux sur ce disque. Dont un morceau qui fait plus de 10 minutes, qui s'appelle justement Seven Son of a Seven Son, et il y a le morceau qui s'appelle The Clairvoyante. Et je trouve qui était cette pochette où on voit au milieu d'un océan glacé, d'un Groenland pas encore pris par les États-Unis, il y a un livre ici. Il y a un livre ici qui est là. Euh, on peut symboliser ici par, je sais pas, KD. Il ressemble à KD d'ailleurs, c'est vrai. Voilà. Mets-le un peu plus au centre pour qu'on le voit mieux. Ouais, voilà, parfait. Voilà, on voit peut-être on voit tous les personnages comme si on a l'impression que c'est les anciens joueurs de Team USA qui ont été pris dans la glace et Victor au milieu qui est là avec le fils prodigue qui sort d'une tripe artificielle, les lumières allumées tout autour qui symbolisent le savoir, voilà, et l'avenir qui lui appartient. Voilà, je trouvais que cette pochette et le personnage ici était au milieu de tout ce calme. Il y a un petit rictus de revanche là qui me fait plaisir. C'est clair. Très bien vu. Très bien vu. Sur quel joueur tu veux qu'on parte après? Écoute, alors bon, parce que moi j'étais le premier surpris quand j'ai vu dans le 5 majeur de l'équipe de France, il y avait Franck Nilikina. Alors rapido, on va faire très rapide. Franck Nilikina, vous allez me dire que je suis dur avec lui, extrait d'un album qui s'appelle As Above, So Below de Sampa the Great. Franck Nilikina, on a beaucoup dit qu'est-ce qu'il fait là, etc. Est-ce que ça vaut le coup? 7 minutes, 0 points à 0 sur 3. Euh, Là pour mettre de la défense, du rythme dès le début de match. Et dans ce disque, alors Sampa the Great, artiste d'origine zambienne, je crois, il me semble, de mémoire. Oui, elle a enregistré tout ce disque en Zambie, elle vit en Australie. Elle a eu un grand coup de projecteur parce que Barack Obama l'avait mis dans une de ses playlists d'été, un de ses morceaux. D'ailleurs, ça lui avait permis de dire, c'est là que mes parents se sont rendus compte que j'avais un vrai métier. Voilà, alors, cette pochette est absolument horrible, mais sinon, si vous regardez ses vidéos, elle a un vrai univers absolument magnifique, fait de tradition et de modernité. Cet album, il sonne très africain sur plein de choses, sur l'héritage africain. Et bon, vous allez me dire que je suis un peu dur, mais il y a, avec James Sakala, il y a un morceau dans cet album qui s'appelle The Imposter Syndrome, le syndrome de l'imposteur. Point barre. Rien d'autre à rajouter, j'ai fait court sur Franck. Mais il était dans le 5, donc moi je me suis tenu au 5. Ouais, j'avoue, moi j'ai dévié très vite. Allez, vas-y, bah, prends-en un autre du coup, parce que j'imagine que tu as été au-delà des Ah 5 ou bah tu... on va parler on va parler de Nico, on va parler de Nicolas Ouais, Batum, le capitaine, 25 minutes, 5 points, 2 sur 3, 8 rebonds quand même. Et moi, pour l'illustrer, j'ai pris l'album Figurine de Wayne Snow, un artiste que j'adore. Voilà, il est chanteur de Neo Soul qui est d'origine nigériane. Wayne Snow avec un nouvel album qui s'appelait donc Figurine, qui avait été écrit entre Berlin et Paris. Voilà, c'est très introspectif. C'est produit par un artiste qui est sur Roche Music, qui s'appelle Crayon, et il y a la participation du guitariste, notamment de jazz Oscar Jérôme, sur ce disque. Voilà, c'est classe, c'est pudique, c'est humble. On avait eu la chance, alors tous les artistes dont je te parle, à part Iron Maiden, j'ai eu la chance de les recevoir et de les interviewer dans Hangtime. C'est sorti sur Roche Music également, et là-dedans, il y a 2 morceaux qui pourraient illustrer. Un qui s'appelle Number One, parce que c'était le joueur le plus capé à ce moment-là dans l'équipe de France. Il me semble peut-être avec Nando. Nando est devant, ouais. Nando est devant, Mm. voilà. Et un autre qui s'appelle. Et 2 autres morceaux, il y en a un qui s'appelle Relativity, parce que c'est quand même un joueur qui est toujours capable de dire à un moment, les gars, c'est que du sport et les émotions sont là, mais il y a autre chose derrière. Et un morceau qui s'appelle The Thrill, voilà, le frisson. Parce que quand il avait annoncé à la fin du match, c'était son dernier match avec l'équipe de France, on a vu un petit frisson qui nous avait quand même un petit peu tous parcouru. Voilà, Wayne Snow. Et je vous conseille vraiment la pochette. En plus, c'est vraiment Ouais, magnifique. magnifique, ouais. Superbe pochette et un artiste à l'image de son disque, vraiment d'une simplicité absolue et amoureux de musique et d'influence africaine aussi.
Eh ben, écoute, sur Nico, moi je suis parti. Alors tu me dis, j'arrive pas à savoir si c'est flatteur ou si c'est dur. C'est un petit peu dur, gentiment, bien sûr, hein. Moi j'ai envie de dire pour Nicolas Batum, c'est un peu n'importe quel album de J. Cole. C'est-à-dire qu'il y a du talent, c'est solide, c'est bien. Et pourtant, moi j'ai toujours un petit truc qui me dit que j'en aurais voulu plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, voilà, un peu plus de mordant, un peu plus de prise d'initiative. Pour autant, il n'y a rien à reprocher, tu sais, c'est très propre. Mais voilà, donc pour moi, c'est J. Cole qui m'est venu en tête comme comparaison pour Nico. T'en as d'autres en équipe de France que tu voulais mettre en avant? Oui, 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 il m'en reste un. Il m'en reste un. Alors, il n'était pas titulaire, mais j'ai choisi Evan Fournier. Et moi, tu vas voir, je vais, comment dire, ma référence va forcément te parler. Je suis parti sur l'album de la Funky Family, leur premier album qui s'appelle La Furie et la Foi, parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps ça que tu as quand tu as Evan. Exactement. Voilà, ça va être, ça va être la furie avec tout ce que ça peut avoir de positif, de coup de gueule, de refus de perdre, de mordant, et parfois aussi les limites. Voilà, là sur ce match-là, en l'occurrence, une adresse au tir qui est vraiment pas exceptionnelle. Mais dans le doute, tu vois, je pense et ça, je pense que c'est vrai aussi dans les équipes dans lesquelles j'ai pu jouer. Je crois que j'ai toujours préféré, au bout du compte, jouer avec des gars qui allaient se mettre par terre, aller vraiment se défoncer pour l'équipe, même si parfois il y a des excès, même si parfois il y a des mauvais choix, plutôt que des gars un peu neutres ou sur la retenue. Il faut des deux en fait pour faire une bonne équipe, il faut des deux, mais voilà, donc j'ai choisi la furie et la foi pour Evan. L'ensemble du tournoi, on pourrait juste mettre la photo d'Evan, cette fameuse photo qui a fait la une de l'équipe suite à son tir à 10 mètres contre le Canada, avec Victor derrière qu'on voit en fond en train de hurler, et lui qui est déformé par la rage. En effet, il y a tout dans le visage d'Evan Fournier, la rage, le soulagement, l'envie. Faut savoir que bon, il y a quand même la fameuse affaire où avec avec oh là là. Jean-Pierre Suita Oui, enfin avec et la Vincent Collet. fédération, avec Vincent Ouais, Collet, bien sûr, qu'on voit très bien d'ailleurs dans le documentaire qui avait été fait là, sur Netflix sur la route vers la médaille d'or, où il y avait les 4 grandes équipes là, ouais. qu'on voyait à l'intérieur. Euh, voilà, et puis alors c'est marrant que tu parles de la Funky Family, parce que la particularité quand même de ce tournoi pour Evan, c'est qu'il est chez lui, quoi. C'est que voilà, je pense qu'il est aussi transcendé par le fait de jouer chez lui et de devenir complètement inconscient parfois et de prendre feu. Mais son envie sur le match contre le Canada, sa rage contre l'Allemagne et son envie aussi en finale, parce que comme tu dis, c'est des gars, même si il fait 19 minutes à 8 points, à 3 sur 10. Bon, dans ses standards, et il en met 3 de plus, ça peut changer complètement la donne. Mais il est quand même là, il encourage tout le monde, il est irréprochable sur son attitude vis-à-vis de ses coéquipiers sur le banc. Donc, il n'y a rien à dire. Et moi, du coup, bah, j'ai vu qu'il était à la maison, j'ai pris un maxi de quelqu'un que tu connais bien, Théo, qui s'appelle Elodie Rama, qui s'appelle un single qui s'appelle Home, qui est extrait de son album Constellation, mais qui a été remixé également. Un maxi qui est sorti sur un tout petit label marseillais qui s'appelle We Will Always Be a Love Song. Et donc j'ai pris un remix parce qu'il était bien remixé. Il y a des moments, l'ami Evan, un remix d'un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Marcel Vogel, un excellent DJ également. Voilà, et un morceau qui a été playlisté par une DJ et animatrice de radio qui s'appelle Blessed Madonna, donc qui est quand même quelqu'un d'une émission très écoutée. Donc voilà, ce morceau de Marcel Vogel, Home d'Elodie Rama, qui symbolise bien le plaisir qu'avait eu Evan de performer à haut niveau chez lui. Super. Et ce maxi, il vient de sortir du coup Non, il est il était sorti il y a sorti avant 2-3 l'album? ans, il Avant a été l'album. sold out Ok. en 5 minutes, parce que les sorties de ce petit label sont toujours très recherchées et très demandées de la part des DJ. Donc il a été sold out très très vite. Ok. Très cool. Voilà. Très cool. Il te restait d'autres joueurs français ou est-ce qu'on bascule sur Ah, Team c'est chez USA? les vilains. Les vilains. Allez, bah, à toi de. Non, ça, oui, c'est à toi de lancer parce que j'avais lancé Evan. Allez, on va parler du premier vilain, Kevin Durant. 31 minutes, 15 points, 5 sur 12, un tournoi extraordinaire. Et Kevin Durant, c'est celui qui est capable
Je sais pas, c'est en permanence le meilleur de chaque monde, presque, on a l'impression. Le meilleur mix entre le basket moderne, le basket ancien, euh, qui est à la fois un soliste absolu et, je trouve, encore une fois, un joueur parfait dans un tournoi olympique, ce qui peut être un petit peu antagoniste, tu vois. Donc pour moi, c'est une grande compilation et dans les meilleures compilations, je trouve toujours, c'est les compilations de Gilles Peterson Ah, et cette magnifique celle-là. compilation d'X America, justement, on reste aux États-Unis. Et dans cette compilation, il y a un morceau de Marva Josie. Alors, Marva Josie, c'était une chanteuse de jazz, hein, Marva Josie Sperling, plus exactement, puisque c'était comme ça aussi qu'elle apparaissait, qui a été sur les disques du fameux jazzman Earl Hines, elle était la voix de Earl Hines pendant pratiquement toute sa carrière. Et elle sort donc un single, enfin, est compilé sur ce disque d'X America Volume 1. Il y en a un deuxième qui est tout aussi bien, un morceau qui s'appelle He Does It Better. Il le fait mieux. Voilà, c'est parfait pour KD. Et juste, elle avait sorti en 1966, un an avant la naissance de cette chère Wanda Durant, un morceau qui s'appelait Crazy Stockings, les bas fous, les bas dans le sens les collants fous. Et ça me fait penser, je sais pas si tu te rappelles de cette paire de chaussures qu'avait une fois Kevin Durant, où la chaussure remontait presque tout en haut au-dessus de ses genoux. Ça Ah faisait oui. comme des bas, et ça, voilà, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça, parce qu'il ressemblait vraiment à un des Castors Junior. Très belle référence et très belle référence musicale, hein. Je vous encourage vraiment, c'est les deux volumes dont a parlé Pierre Armand, là, Jill Peterson, Diggs America, ils sont exceptionnels. Mm. Toutes ces compiles, de toute façon, globalement, c'est toujours excellent, hein. Et là, Oui, en bien fait, sûr. on peut pas rater. Écoute, pour Kevin Durant, moi, je suis parti sur un album de Rock Marciano, qui est un des rappeurs américains que je préfère, notamment sur ces 10-15 dernières années, vraiment qui a eu un rôle prépondérant dans ce qu'on peut entendre aujourd'hui. J'ai choisi l'album produit par The Alchemist qui s'appelle The Elephant Man's Bones. Mhm. Et en fait, tu vois, je vais te dire pourquoi j'ai choisi Rock Marciano et cet album en particulier, parce que j'adore Rock Marciano, j'adore The Alchemist. Kevin Durant est un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, mais c'est tellement facile, il y a une impression de facilité qui se dégage de ce qu'il fait, qui fait que parfois, on peut trouver ça chiant en fait. Et comme Rock Marciano, que j'adore, et Alchemist que j'adore, il y a des moments où je vais être à fond dedans, et des moments où je vais dire, mais il est un peu chiant ce morceau, quand même, et tu sais, je vais avoir envie de le passer. Et en même temps, si je le reprends ce morceau et que je le réécoute en détail, je me dis, mais non, mais en fait, c'est le niveau technique d'aisance est complètement Bien dingue. sûr. Et donc voilà, ce côté un petit peu ambivalent de, tu sais, c'est mortel et en même temps, des fois tu trouves ça un peu chiant tellement c'est efficace. Et des fois, quand tu reviens dedans, même les moments qui t'ont paru un peu chiants, tu dis non, il y a un niveau qui est incroyable. Donc voilà mon KD pour moi. Je suis d'accord. Je t'en ai d'autant plus d'accord qu'on en a parlé en aparté parce que j'ai eu le grand bonheur d'être invité de l'émission Hang Time ce week-end. J'avais choisi ce week-end mardi dernier, pardon, et j'avais choisi un morceau du dernier album de Rock Marciano, 656. Et Pierre, tu me disais en aparté que t'avais pas du tout accroché sur celui-là. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Le mot exact, je t'ai dit? Chiant, j'imagine. Exactement. Donc voilà, je savais que ça te ferait sourire. Euh, Allez, moi j'en prends un. Donc voilà, comme je te l'ai dit, comme tu l'as souligné, je me suis pas tenu aux 5 majeurs. Donc je suis allé chercher un mec du banc pour Team USA et je suis allé chercher Jrue Holiday. Et j'ai choisi son presque homonyme, un album de Jeru the Damaja. Voilà, et le premier album de Jeru the Damaja, The Sun Rises in the East, qui est un album phénoménal, un classique de classiques. Et pourquoi cet album en particulier, au-delà de la similitude Jrue-Jeru? Parce que voilà, c'est rugueux, c'est pas forcément le rappeur le plus talentueux en termes d'aisance technique, et pourtant c'est jamais à la faute. C'est Mm. parfait, c'est toujours bien placé, c'est efficace. C'est le genre de autant Jrue Holiday, c'est le gars que t'as vraiment pas envie de croiser, être en face à face face à lui si tu joues à un contre un. Et Jeru the Damaja en 94, c'est vraiment pas le gars que t'avais envie de croiser dans une battle ou sur scène à devoir rivaliser de technique, d'intelligence et de présence. Donc voilà, je suis parti sur cet album là pour mon gars Jrue Holiday.
Alors, Jero Holiday, il fait, je crois que c'est presque le troisième ou quatrième temps. Il joue presque 19 minutes, je crois. Alors, moi, je l'ai pas pris, mais j'avais prévu quand même un truc pour lui. Mais ouais, il y a un label, un de mes labels préférés de Deep House, qui était au début des années 2000, un label de San Francisco, qui s'appelle Naked Music, avec des pochettes incroyables. On croit toutes sorties des années 70. Ce single d'un groupe qui s'appelle Petal Pusher, avec des remixes de Miguel Mix, un morceau qui s'appelle Rely on Me. Vous pouvez compter sur moi. Et voilà, ça illustre parfaitement Jero Holiday. Beaucoup moins sexy que la dame, Jero Holiday, bien évidemment, mais on peut bien compter sur lui. Des pochettes qu'on ne J'imagine en 2024 au 6, on n'a plus le droit de faire. Mais en tout cas, cet imaginaire très Black Exploitation, très années 70, comme ça, tous les maxis sont, en plus d'être incroyablement bien réalisés, vraiment la gueule. Et le logo de Naked Music, c'était ça. Et malheureusement, c'est terminé. Mais il y a des albums et des maxis qui sont absolument incroyables et qui n'ont pas pris une ride. Je connaissais absolument pas, je vais aller écouter ça. C'est Deep House, tu me dis, Ouais, c'est Deep maxi, House, ouais. c'est très vocal, c'est Ok. c'est calme, voilà, c'est vraiment chouette. Je t'enverrai une petite sélection là-dessus. Bon, allez, puisque tu pars du banc, avant de partir du 5, Anthony Davis. 20 minutes, 8,4 sur 5. Anthony Davis et la descente aux enfers. Sera-t-il encore un joueur des Wizards au moment où on vous parle, au moment où vous écoutez ce podcast? Je n'en sais rien. Mais le backlash hallucinant de son arrivée, et quand tu vois le fond du fond, finalement, on se rend compte que les Mavs, ils ont lâché Luka pour Chris Middleton. Une fois que le jeu est fini, tu sais, façon une partie d'échecs, et à la fin, tac, tu fais tomber un pion en disant Chris Middleton. Tu fais le Rubik's Cube très très vite en 8 minutes, et clac, tu le poses et il a la tête de Chris Middleton, tu vois. Truc absolument infernal. Et pour illustrer Anthony Davis, j'ai choisi un disque de Temetan, un artiste que j'adore, qui est en plus est plus qu'un artiste, un ami, qu'on a appris à connaître. Son premier album éponyme qui est sorti en 2017, qui puise alors un artiste qui est un peu, à mon sens, une sorte de prélude à Joshua et Lieutenant Nicholson. C'est ultra solaire, puis son inspiration dans ses racines congolaises. Dans le hip-hop des années 90, c'est un basketteur de très très bon niveau également. Il aime les rythmes afro-brésiliens, il aime la pop électronique, un peu du Japon aussi, multi-instrumentiste. Et alors sur scène, la magie opère, c'est incroyable. Il met un mélange de rêve, de joie, qui n'appartient qu'à lui. Et dans ce disque, il y a donc plusieurs petits titres qui pourraient coller à Anthony Davis. Un qui s'appelle Ça va pas la tête. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé il y a un an, jour pour jour pratiquement. Quand il a reçu un coup de téléphone, il a dû dire Ça va pas la tête. Et le dernier morceau de l'album s'appelle Hospital. Voilà, je suis vraiment une ordure, mais je suis obligé. Téméthane pour Anthony Davis. Magnifique. C'est d'autant plus dur que le pauvre, il était bon en plus au JO. C'est vraiment lui, Incontournable. défensivement, qui a Il y tenu avait la pas un baraque et tout. monde où Ouais, on prenait pas ce mec-là, bien sûr. ouais, bien Il est sûr. indiscutable. Très bien. Écoute, moi, je l'avais pas retenu dans ma liste, tu vois, de joueurs pour cet exercice. Moi, je vais partir sur Joel Embiid. Je lui ai sorti un album de Nas pour Joel Embiid parce que le talent est incroyable. Mais l'album que j'ai choisi, c'est l'album Nostradamus, qui est le plus dramatique de tous les albums de Nas, parce que tu te dis, mais avec tout ce talent, qu'est-ce que t'as foutu de tout ce talent pour nous sortir ça? Et c'est un peu comme ça que je perçois Joel Embiid sur cette campagne notamment. La pochette de l'album de Nas, elle est dramatique. Alors après, autant Nas, je pense que bon, c'est déjà l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Je pense que la question se pose pas. La pochette d'Illmatic, elle est incroyable, phénoménale, etc.
Sur I Am, donc, enfin, les deux albums qu'on suivit, il avait repris un peu le même concept, c'était déjà un peu moins réussi. Et sur Nostradamus, ça a aucun sens. Il est là avec une espèce de capuche sortie tout droit de Camelot. Catastrophique. L'album est dramatique. Il y a quelques morceaux quand même. Il m'a fallu du temps, mais en fait, dans tout ce fatras, il y a quelques bons morceaux. Il y a un Comme morceau toujours. notamment avec les Isley Brothers qui est vraiment magnifique. Mais ouais, voilà, t'avais tout ce talent entre les mains, toutes ces ressources à disposition, et t'en as fait ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça, qui était parfaitement. Et puis le côté anti, tu sais. Anti-visionnaire pour un album qui s'appelle Nostradamus, mais il s'est pris le mur en pleine tête. Joel Embiid, j'ai cette image quand même qui me reste en tête du moment où il exhorte le public français à continuer de le huer et il prend il balance un airball dramatique à 3 points dans la foulée. Donc voilà. C'est Comme, c'est même, mais ouais, vas-y. c'est même plus cette pochette que Camelot. C'est, on dirait, les gars qui ouvrent les portes dans Fort Boyard. Les gros Très très costauds bien vu. qui ouvrent la porte dans Fort Boyard. Bah, écoute, alors c'est marrant. Joel Embiid, 11 minutes, 4.0 sur 1. Il est dans le 5. J'ai eu la même idée que toi. C'est-à-dire un truc avec beaucoup de talent. Imagine un groupe anglais qui fait du hip-hop jazz de grande manière, qui est formé de Jack Wary et Oli Tiba, qui est à Londres au début des années 90, qui sont les chantres du label Ninja Tune et qui font que le label Ninja Tune devient un grand label. C'est The Herbalizer. Et un jour, The Herbalizer, ils sortent cette bouse, parce que j'ai pas d'autre mot. Ils sortent cette bouse qui est leur 6e album studio, qui sort sur le label K7. C'est leur première sortie sur K7 en 2008. Pratiquement en même temps qu'Embiid a touché son premier ballon. Je crois qu'il touche son premier ballon à 15 ans, et ça, je crois que c'est 2008-2009. Et comme pour lui, ce disque est loin d'être réussite au jeu. Et il y a alors, c'est vu et revu. Et tu sais, les premiers albums d'Herbalizer, c'est daté. C'est vraiment une époque, je suis d'accord. Mais celui-là, qui est donc 2008, est encore plus daté que ceux qui ont 10, 12 ans de moins, tu vois. Et là-dedans, il y a un morceau qui s'appelle You're Not All That. Tu n'es pas tout ça. Voilà. Et c'est ce que j'avais envie de dire à Joel Embiid. Non, non, tu n'es pas tout ça, Joel. Sur ce tournoi, en tout cas. Tu n'es pas ce que tu crois être. Et c'est dommage parce que Herbalizer, alors, faut quand même contextualiser, c'était un groupe qui a mis en avant dans leurs premiers albums des rappeurs comme Doom, Jean Grey à la voix, Roots Manuva. Ils avaient joué avec Raka Iriscience de Dilated People, Blade, Bahamadia. Enfin, tu vois, c'était des groupes qui étaient incontournables. Bon, ils ont le droit de se tromper là-dessus. J'ai pas vu Herbalizer faire comme ça à une salle complète et enfin avec une main pendant qu'il dribble avec l'autre et balancer une ignominie comme il avait fait. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça, Embiid avec, comme toi, c'est-à-dire un disque d'un groupe bourré de talent, mais un disque pourri, quoi. Alors, pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que j'avais eu l'opportunité de faire une interview avec Herbalizer pour la sortie de cet album-là à l'époque. Les Moi mecs, aussi. super sympas, Oui, c'était trop vraiment cool. hyper intéressants. Et c'est vrai que sur cet album-là, si je me trompe pas, hein, je crois que c'est celui où ils ont essayé de prendre un tournant un peu Motown. Il y a pas mal de C'est ça, avec morceaux. Jessica Darling et tout, il y a Exactement, plein de ouais. chanteurs. Et d'ailleurs, la voix est au milieu, puisque sur le visuel, alors, si vous écoutez en podcast, regardez la pochette, et tu vois, il y a une chanteuse au milieu pour dire que c'est le milieu de tout, mais même les illustrations sont Ouais, dégueulasses. la pochette, c'est dur. Le groupe en haut, là, c'est horrible. On dirait on dirait presque un livre des Barbapapa. Et encore, le Barbapapa, au moins, il y a plus de trucs. Mais pareil, j'avais fait leur interview où tu sentais qu'ils avaient besoin de faire des interviews parce que ce truc était pas ouf. Mais et pour l'anecdote, c'est le disque, écoute-moi bien. Tellement il est pas ouf et que ça se sait. À chaque fois que je vais, tu sais, dans un disquaire et que tu dis, bah, je vais me débarrasser de disques, je reviens toujours avec Tu lui. reviens avec à chaque fois. C'est dur. C'est très très dur. Nickel. Bah vas-y, c'est à toi de choisir, hein, je crois. Ouais. Euh... Devin Booker. Beau tournoi de Devin Booker, il n'y a rien à Ouais. dire. Il montre qu'il est établi sur Team USA, qu'il a sa place, qu'il c'est pas un taulier de l'équipe, mais que c'est pas par hasard s'il est là. 28 minutes, 15 points, 6 sur 9. Et pour illustrer Devin Booker, j'ai pris une immense voix du jazz, si ce n'est la plus grande. Alors,
mille excuses pour la réédition de ce disque et la pochette qui n'est pas belle du tout. Ella qui chante le songbook de Cole Porter. Alors, je vous le traduis, hein, Ella sings The Essential Cole Porter Songbook, hein, un disque qui sort en 1956, pile 40 ans avant la naissance de Devin Booker, qui est de 96. C'est le premier album d'Ella Fitzgerald sur le tout nouveau label Verve, label mythique, et c'est le tout premier disque sorti sur Verve Records. Donc c'est pas n'importe quel disque. C'est la première référence, incroyable. Première référence, c'est ce disque d'Ella Fitzgerald. Alors ce sera une série, hein, elle va faire plusieurs disques où elle chante justement des catalogues de grands musiciens comme ça. Il a été introduit au Grammy Hall of Fame en 2000. Hein, et je crois qu'il fait même partie de la bibliothèque musicale ultime de la librairie du Congrès américain. Il est dans le National Recording Registry. Alors, pour l'instant, tu veux dire. C'est ce que j'allais te dire. Pour l'instant, on est jeudi, d'ici dimanche, il peut se passer plein de trucs. Ça n'a pas été remplacé par un album de Kid Rock ou... Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un album incontournable, essentiel à avoir, bien sûr. Et dans cet album, il y a le premier titre d'Ella qui chante ses classiques, qui s'appelle I Love Paris. Et je pense qu'il y en a un qui a bien kiffé Paris. C'est bien Devin Booker. Il s'est régalé pendant de tout du long. Il était avec son caméscope. Et on sent qu'il a vécu vraiment sa meilleure vie, comme tous les athlètes d'ailleurs qui étaient là-bas, notamment les athlètes américains, ils se sont éclatés à Paris. Mais Book, il a passé une belle quinzaine et il a été un personnage un peu central quand même de cette aventure. Même si, à son image, il restait toujours très discret, en retrait par rapport au taulier qui était là et aux fameux Avengers, mais c'est toujours sympa de le voir. Je pense que c'est un bon gars. Oui, ça a l'air. J'en avais un peu marre de les voir prendre leurs photos posées sur Bercy à la fin. La première, c'était cool. À la fin, bon, bref. Mais oui, totalement pour Devin Booker. Alors moi, je l'ai pas retenu dans ma liste finale parce que j'avais préféré jouer Holiday. Mais du coup, je vais enchaîner sur un très gros, un monument juste 2 secondes avant de partir sur le monument. C'est marrant ce que tu dis sur cette photo parce que quand on était avec Shai et Antoine au Paris Game l'an dernier, il y avait Tyrese Haliburton. Et on lui disait à chaque fois, Paris, ça te réussit pas trop mal. Et lui disait, ouais, mais là, il va faire un peu trop froid pour aller prendre la photo sur les marches dehors. Mais que ça avait été en effet un rituel qui l'avait marqué, quoi. Ouais, oui, j'imagine, clairement. Écoute, ouais, je te disais que j'allais partir sur un monument. Je vais partir sur LeBron. Alors, pour LeBron James, j'ai choisi un album de Gangstar, qui est là encore une fois l'un de mes groupes préférés de tous les temps. Et j'ai choisi l'album qui s'appelle The Honors, qui est sorti notamment après Moment of Truth. Et pourquoi je choisis cet album-là ? Parce que c'est pas le meilleur de Gangstar. C'est après leur prime. Mais pourtant, tu réécoutes, il y a toujours des trucs vraiment, vraiment réussis, vraiment mortels. Il y a toujours l'ADN du groupe, l'essence du groupe est là. DJ Premier est dans une phase où il fait un petit peu ses prods. Il y a une formule en fait. Il y a une formule qui fonctionne. Ça fonctionne très bien, mais en même temps, ça ronronne un peu aussi. T'as pas ces aspects aussi novateurs que par le passé, mais ça marche en fait. Et c'est toujours aussi solide, et c'est toujours aussi fort, et tu réécoutes. Et du coup, je l'ai réécouté un petit peu. Tu vois, il y a des morceaux que j'avais oubliés. Je me dis, attends, c'est vrai qu'il était bon ce morceau, mais t'as plus tout à fait forcément la saveur du prime. Donc voilà, je suis parti sur cette référence-là pour LeBron. C'est un excellent choix. Moi, je pars sur un classique de chez classiques pour LeBron, parce qu'il faut quand même, pour que LeBron soit représenté, il faut qu'on ait quelque chose d'intemporel. Et je parle de Madame, après Ella Fitzgerald, Madame Nina Simone, sur cet album Little Girl Blue, qui est son tout premier disque, qui s'appelait au départ Jazz Has Played in an Exclusive Side Street Club. Il y a 2 noms sur ce disque. La pochette originale n'est évidemment pas celle-ci, ça c'est la réédition qui a eu lieu bien plus tard, vous pouvez encore trouver, et donc sur ce premier album, enfin sur la pochette, on la voit, elle est assise sur un banc à Central Park. Je ne sais pas si tu vois cette pochette, c'est un disque qui est sorti en février 1959 sur un label qui s'appelait Bethlehem, enregistré à New York avec des standards, hein. C'est beaucoup de standards qui sont enregistrés, qu'elle avait elle-même déjà interprété en club avant ça.
Euh, Il y a un seul titre, je crois, sur ça, qui s'appelle Central Park Blues. C'est pour ça qu'elle s'était photographiée là-bas, qui est un morceau instrumental qui fait presque 7 minutes, qui, là, par contre, est sa seule composition entière sur ce disque, et avec des classiques, des réinterprétations du Mood Indigo de Duke Ellington, qu'on retrouvera sur un autre album à elle, d'ailleurs, par la suite, qui sortira plus tard. Le I Love You Porgy Oui. de George Gershwin. Voilà, pardon, je me suis perdu un petit peu. Mais la mélancolie au rang d'art, et comme on pouvait être un petit peu mélancolique en sachant que c'est la dernière campagne de LeBron normalement. En tout cas au niveau olympique, avec l'âge très 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 jeune à l'époque, Nina Simone, qui fait pleurer son piano, qui n'a pas pu lui offrir la carrière classique dont elle rêvait, mais elle n'a pas pu le faire pour des raisons qu'à l'époque, une personne de couleur qui faisait de la musique classique, c'était juste impossible et ça lui a barré son rêve. Elle est avec Jimmy Bond à la basse et Albert Hess à la batterie. Voilà. Et comme tout immense personnage, comme LeBron, on se rend compte que pratiquement tous les titres d'un grand album pourraient s'appliquer à sa personne. Là, par exemple, moi, j'ai choisi un morceau qui est sur la réédition, qui n'est pas sur la version originale, qui s'appelle He Got the Whole World in His Hands. Il a tout le monde dans ses mains. Et il y a d'autres morceaux. Il y en a une qui s'appelle Plain Gold Ring, hein, la bague en or massif, et un autre qui s'appelle Love Me or Leave Me, aime-moi ou quitte-moi. Voilà, ça peut s'appliquer à LeBron, Nina Simone, Little Girl Blue. Quel disque, quel disque. Et il y a des classiques incroyables, hein. Il y a My Baby Just Cares For Me. Quand tu fais ton premier disque et tu envoies déjà My Baby Just Cares For Me, qui est encore aujourd'hui écouté, dansé dans le monde entier, c'est quand même extraordinaire. Ouais, qui a connu 1000 vies, parce que même elle en a Mille fait un sacré, enfin, plusieurs versions, ça a été repris des tas de fois, ça a même été relancé. Moi, ce morceau-là, je l'ai découvert, ça devait être tout à la fin des années 80, début des années 90, parce que justement, il y avait une nouvelle version avec un clip animé qui est très sympa, qui avait été relancé. Donc, rien que ce morceau-là, c'est assez fou. Tu pourrais faire un documentaire sur ce morceau-là, je pense. Ouais. J'ai un souvenir de Worldwide Festival, c'est-à-dire le festival de Gilles Peterson, dans ses premières versions, où on était au Théâtre de la Mer, qui est un endroit extraordinaire à Sète, si vous êtes déjà allé, qui est comme un amphithéâtre qui tombe dans l'eau en fait. Et au loin, vous voyez les bateaux. On a l'impression qu'on va se casser la gueule dans l'eau et, euh, et, euh, et donc la particularité du World Festival, c'est que le public est pratiquement à 100% anglais. Donc c'est les mecs, ils arrivent de toute l'Angleterre et ils viennent passer quelques jours dans le sud de la France. Au départ, c'était sur 2 jours, puis sur trois, puis après, c'était sur une semaine. Mais l'édition dont je te parle, c'était les premières, donc c'est sur 2, 3 jours. Donc c'était quand même un budget. Les mecs, ils viennent, ils claquent une thune, laisse tomber, ils sont rouges comme Barbie dure parce qu'ils ont passé la journée à la plage. Ils sont rouges parce qu'ils sont déjà ivres-morts de la veille et qui continuent à picoler du vin. Donc, théâtre de la mer, il est 20 h et il y a un DJ japonais qui s'appelle Toshio Matsura. Je sais pas si tu vois qui est Toshio Matsura. Non, je connais pas le DJ. Musicien également qui avait sorti un disque de jazz, musicien de jazz, qui vient en kimono. Mais il vient pas en kimono qu'il a acheté à 7, hein. Il vient en kimono traditionnel. J'imagine. Je voyais le nœud de tu sais, du hobby. Le hobby, c'est Mm. cette grande ceinture. Je dis, il me faudrait 7 ans pour apprendre à faire ce nœud, avec les chaussures qui vont avec. La classe, les cheveux tirés en arrière. Et il joue My Baby Just Cares For Me. Là, donc. Et t'as tout les Anglais qui restent assis et qui chantent à la note près le solo de piano. Ah, ouais, C'était un sacré souvenir, ça. souvenir extraordinaire. Et Mm. juste ça, il enchaîne avec L'eau à la bouche de Gainsbourg. C'était mais magique. Et tu te dis, il n'y a pas mieux qu'un Anglais pour parler de musique, pour écouter de la musique, pour la comprendre. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur biberon, eux, mais il y a un truc quand même particulier avec la musique. Et c'était un souvenir extra. Ah, super ce souvenir, Mm. effectivement. Ouais, carrément. Euh, Pour te dire, comme ça a ouais, traversé les âges et les générations, c'est ça en fait le truc. Parce que ces gens-là, bien sûr. l'ont écouté de leurs parents, Mm. donc c'est assez marrant.
Oui, et Nina Simone, on disait que LeBron aimait enfin, les Américains aimaient la France. Elle a passé toute la fin de sa vie en France, hein, d'ailleurs, pour Juste à côté de Marseille. s'extirper un petit peu du racisme omniprésent aux États-Unis. Mm. Et puis surtout de Ouais, ces ouais. blessures C'est démon. d'enfance et de jeunesse, bien sûr. Euh, Allez, on va finir avec. Quoi que c'est à toi, non? C'est peut-être à toi d'enchaîner. J'allais te voler Ah, bah, la. on va finir. Ouais, On va finir forcément. avec le pire et le meilleur. Avec celui qui nous a mis la pilule, mais qui nous a aidé à l'avaler parce qu'on s'est rendu compte que la performance était hors norme, hors du temps, et qu'à un moment donné, bah, tu sais, tu fais comme ça, et puis tes deux bras, il y en a un qui se met derrière, un qui se met devant, tu t'inclines et tu salues le génie de Steph Curry sur ce match-là, 30 minutes, 24 points, 10 sur 14. Et les deux dernières minutes les plus iconiques presque de l'histoire du tournoi olympique, je pense, avec le match que tu as eu la chance de voir en 2012 à Londres, avec ce match États-Unis-Espagne. Voilà, c'est quelqu'un qui devient. Alors, c'est toujours pareil, on se dit, ouais, il est inconscient, il prend feu. Bah, finalement, non, c'est juste un samedi soir dans C'est la ça. vie de Steph Curry, quoi. Mais c'est des photos incroyables, c'est, euh, c'est la joie du gars qui a tout gagné déjà, mais qui se rend compte qu'il fait un truc incroyable et qui kiffe comme jamais. Et c'est ça qu'on aime chez Steph Curry, c'est un kiffeur de tout ce qu'il fait. Quand je vois jouer au golf, il fait un beau coup, il part en courant dans tous les sens. Quand il fait ça, bah, il se met à courir partout. Et quand il faut un génie, bah, il faut parler d'un autre génie. Et moi, Steph Curry. Allez hop, Radiohead. C'est réglé. Radiohead qui a sorti, et je trouve que ça se fait plus assez, un album live qui est sorti sur, alors si vous connaissez Radiohead, vous avez reconnu la pochette de l'album qui s'appelle Hail to the Thief, hein, et c'est l'album live qui est sorti en fin d'année dernière de la tournée qui a suivi cet album. C'est des enregistrements live entre 2003 et 2009, des morceaux de ce disque, Hail to the Thief, avec cette magnifique pochette. La pochette originale du disque de l'album se reflète moins, celle-ci a des reflets qui sont absolument magnifiques. J'ai eu la chance de voir cette tournée, donc moi ça me parle encore plus et ça me touchait encore plus d'avoir un album live de moments qu'on a vu et dans ce disque. Il y a plusieurs choses qui s'approchent à Steph Curry, notamment trois morceaux. Il y en a un qui s'appelle Sit Down, Stand Up. Hein, et il y en a un qui s'appelle Where I End and You Begin. Là où ça s'achève pour moi, ça commence pour toi. Et évidemment, il y en a un qui s'appelle Go to Sleep. Très bien. Donc Go to Sleep, Magnifique. forcément, Night Night de Steph Curry. Je pense que voilà, ce moment, cette finale restera un moment unique, comme je pense pour un fan du Jazz de l'époque ou des Blazers, quand on parle du match 1 de la finale NBA, où ça devait être un calvaire quand tu étais fan des Blazers, mais où en même temps tu te dis, putain, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Tu viens de vivre un truc extraordinaire. Donc voilà, donc on se dit à la fois c'était génial, à la fois il n'y aura pas toujours Steph Curry pour Team USA, on espère en tout cas, mais quel moment, quel joueur, quel kiff. Écoute, c'est assez marrant parce que comme toujours, on se dit jamais ce dont on va parler précisément avec Pierre Armand avant l'émission, on découvre en direct. Et en fait, j'ai eu le même raisonnement que toi. Et moi, j'ai choisi l'album What's Going On de Marvin Gaye pour sensiblement les mêmes raisons en fait, parce que déjà c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est lumineux en fait et que le jeu de Stephen Curry il est lumineux. Parce qu'à un moment, tu te poses la question de mais c'est quoi ce bordel? What's going on? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a ce côté où, dans la plus belle époque de la Motown, où le niveau est complètement dingue, il y a Marvin Gaye qui arrive, qui chante deux notes ou qui pose un accord et qui se barre, et tu sais que la fête est finie, quoi. Tu Bien sais, sûr. le niveau est dingue, et ce mec-là, il est sur une autre planète avec un talent personnel fou, des choses que tu n'avais jamais vues. Et pour moi, c'est Marvin Gaye, en fait. C'est Marvin Gaye et c'est Stephen Curry, donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Et, euh, et voilà, il y a cette action. Alors, bien sûr, il y a le tir, tu sais, cette photo folle là de de Curry qui vient de shooter. Et puis, KD et LeBron. alors, la première à laquelle je pensais, c'est celle où t'as Victor qui est en l'air, t'es en Ah train oui, oui. d'essayer de contrer le ballon, et puis la trajectoire est tellement haute qu'il peut pas le toucher. Et l'autre, c'est pile le tir dont tu parles. KD et LeBron qui demandent la balle, qui sont comme ça tout seuls.
Curry s'en fout, il shoot. Et en fait, tu dis non, mais oui, c'est le bon choix. Et même s'il l'avait raté, je pense que même KD et LeBron ne seraient pas repartis en faisant la gueule ou en faisant Bien la sûr. moue. Parce qu'en fait, il y a ce respect voilà, ce respect qu'il a de la part de ses pairs. Donc, ouais. Et puis cet album-là, What's Going On, c'est juste dingue. C'est sorti en. C'est quoi, 79, quelque chose, soit Mm. 78, je sais plus précisément. Ce disque, il prend pas une ride. Je l'ai découvert il y a 30 ans, je le réécoute encore la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Ça sera comme les highlights de Stephen Curry. J'avais vu un truc sur passer un gars qui avait fait une playlist sur une des Pardon, plateformes de excuse-moi, c'est 73. Excuse-moi, la date merde, 73. c'est 73, bien sûr. Ouais. Voilà. Vas-y, je t'écoute, Et pardon. qui a fait une playlist qui s'appelait que Marvin Gaye n'a absolument aucune putain d'idée de ce qui se passe dans le monde en permanence. Et dans la playlist, t'as What's Going On, What's Happening Brother, Where Are We Going, How Deep is the Ocean, How High is the Moon, What's the Matter with You Baby, What Kind of Fool Am I, Why Did I Choose You. Ça m'a fait mourir de rire. C'est magnifique. Il a aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Incroyable, ça. Ah, très, Mais très oui, bon. je suis bien d'accord avec ça, avec ce génie-là. Et puis en plus, tu disais, c'est pas le genre de KD et LeBron d'aller dire quoi que ce soit à Steph Curry qui leur sauve largement les miches déjà en demi-finale contre la Serbie. Et, euh, et oui, et puis de toute façon, on l'a tellement vu faire ça. Et j'avais raconté cette anecdote. Je regardais ce match avec mon père et lui il commençait à bouillir. Et il sautait de son canapé, mais super énervé. Et il disait, mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Il me regarde, il me fait, mais c'est normal, lui, là, qu'il fasse ça tout le temps, là, ça fait 4 fois, là. Et je regarde, je fais, ouais. Ouais, c'est Non, mais normal. rassieds-toi, oui, c'est non. Tu sais, il me dit, mais toi, ça te fait pas sauter en l'air? Je dis, mais non, c'est 82 fois dans l'année, ça, papa, hein. Tu peux te rasseoir, hein. Si tu veux, après, on ira sur YouTube, je te montrerai deux, trois trucs. Et Nescanter aussi, c'est comme ça, à un moment, quand tu le vois sur le banc, il fait, ah putain. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, mais c'était marrant. Quel moment. Très très bon. Bah écoute, on a bouclé ou est-ce que t'en avais C'est encore bon, dans ton escarcelle? Parfait. C'était I'm good. très très chouette cette idée, Pierre Armand, que tu as eue là. Ah, c'est pas moi qui l'ai On eu, pour- c'est un de nos auditeurs qui nous l'a Oui, soufflé. mais qui est de nous de l'avoir remise sur le devant de la scène là. Très bien vu, très bien vu. On va passer à nos classiques rubriques, Théo, si tu veux bien. Ouais. Allez, je commence par mon morceau de la semaine. C'est un morceau d'un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Homeboy Sandman. Vous Ah oui, connaissez probablement. Voilà, il y a. Alors, sur ces albums, il y a à boire et à manger. Il faut faire le tri un petit je peu, suis d'accord. mais ce que j'aime, c'est un éternel recommencement, je trouve, avec Homeboy Sandman. Il y a toujours des prises de risques et il est éminemment sympathique. C'est un ancien basketteur aussi, hein, qui a même joué, je crois, en Angleterre à un moment. Ah, mais Euh, il fait 2 mètres, je crois. il est grand, ouais, il est Mm. grand. Absolument. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un extrait je crois, de son dernier album le morceau s'appelle Look Alive. Et je le trouve non seulement très cool, c'est accompagné d'un clip assez marrant aussi, où il est en train quasiment de faire de la réanimation sur quelqu'un qui serait tombé dans les vapes ou qui aurait eu un pépin de santé en même temps qu'il rappe son morceau. Donc voilà, Homeboy Sandman, Look Alive. Moi, je pars au Ghana, le Ghanéen néerlandais Kay Slice qui aime mêler hip-hop, sonorité africaine et afrobeat. Alors, je suis loin d'être un spécialiste, un chanteur et encore moins un amateur d'afrobeat. C'est vraiment un truc que je ne déteste pas, mais qui ne me fait pas plus kiffer que ça. Mais là, j'avoue que ce morceau qui s'appelle Adwuma, Adwuma, de Kay Slice, avec une très jolie pochette que Théo vous affiche là. Euh, c'est un excellent disque, vraiment qui synthétise bien, je trouve, la modernité des sonorités afropéennes, comme on dit, et le traditionnel afrobeat tel qu'on l'entend. Voilà. Ouais, c'est marrant. Kay Slice. Je sais pas que t'étais pas amateur d'afrobeat, parce que moi, c'est Pas un plus que des ça. courants musicaux que je préfère. Mm. Fela Kuti, c'est peut-être mon musicien préféré all time, donc c'est marrant. C'est cool de voir les points pas de dissension, mais de divergence par moment, c'est à creuser. Mais le Euh, temps que tu écoutes un morceau de Fela, j'irai écouter mon ah album oui, ça d'Iron c'est sûr. Maiden. Ne t'inquiète pas. ça, ça, c'est clair. Je pense que celui-là, tu le partageras pas avec moi.
Allez, coup de cœur de la semaine au sens propre comme au figuré. Pierre Armand, regarde, c'est ce très chouette disque de Bobby Caldwell. Alors, je vous le montre, c'est ce qu'on appelle Waouh, il est un. beau celui-là. Ouais, c'est pas un 45, c'est pas tout à fait un 40. Si, c'est un 45 tours, pardon, mais le format est un peu plus grand parce qu'il est en forme de cœur. Voilà, je le sors. C'est mon moment, mon coup de cœur de Lover, avec deux morceaux magnifiques sur ce disque de Bobby Caldwell que vous... L'un, je pense qu'il y a de bonnes chances que vous le connaissiez. C'est le morceau Open Your Eyes qui a été largement repris par Common pour le morceau The Light, Mhm. produit par Jay Dilla, qui est, je pense, l'un des morceaux probablement qui a le mieux marché de Common. Et sur l'autre face, les deux morceaux sont extraits de deux albums différents. L'autre morceau sur l'autre face, c'est un pur morceau de Lover. Voilà, des fois, faut pas se cacher. On a tous nos petits moments Lover canard. Et c'est ce morceau What You Won't Do for Love que j'adore de Bob Caldwell. Donc voilà, c'est vraiment le principe du. C'est pas face A, face B, c'est les double A-sides où tu peux pas te planter, t'as raison, quelle que soit la face que tu mets. Donc voilà, mon petit plaisir, l'un de mes petits plaisirs de la semaine. Regardez-moi, Théophile Messer, à quelques jours de la Saint-Valentin, cet incorrigible séducteur. Incorrigible, oui, séducteur, probablement pas. Et alors la Saint-Valentin, heureusement que t'en parles, enfin heureusement que t'en parles, sinon ça changera rien. Mais c'est vraiment dans le genre de date J'espère que où je ton épouse percute écoutera Soap jamais. Culture. C'est malheureusement, elle est au courant depuis longtemps, là, que faut pas compter sur moi pour ça. Mais je sais pas si tu te rappelles du musicien également qui fait encore de la musique, Mayer Hawthorne, Oui, bien qui sûr. maintenant est dans un groupe qui s'appelle Tuxedo. Il avait sorti Ouais. suite à son premier album un single avec un vinyle en forme de cœur aussi, exactement comme Oui, ça. oui, carrément. Moi, coup de cœur, le... on parlait de DJ avec Giles Peterson. Il y en a un qui fête ses 30 ans sur la BBC là, cette semaine. C'est Trevor Nelson, une légende de la radio anglaise, DJ anglais, enfin, qui a amené la soul music à son paroxysme, qui a mis en avant, qui a eu une énorme collaboration avec D'Angelo, avec toute la scène new soul américaine pour les faire venir en Angleterre. Voilà, c'est juste ce qu'on appelle une légende, tu sais, les passeurs de son, les gens qui t'accompagnent tout au long de leur vie et qui sont encore très, très, très actifs. Quand tu vois une photo de Trevor Nelson, il a 62 ans, on dirait qu'il en a 40. Euh, et, euh, et voilà, je voulais lui rendre hommage. Et puis, semaine de Super Bowl, au moment où vous regardez Oui. ce podcast, ce soir, il y a la grande finale, la grand-messe du foot américain avec le fameux halftime show qui va arriver. Et alors, il y a un contre-halftime show qui est organisé par la Maison-Blanche. Extraordinaire idée qui sera sur les réseaux sociaux de Turning Point et de la Maison-Blanche. Incroyable idée avec Kid Rock et je ne sais quels autres gens qui ont osé dire oui. Bref, c'est pas pour ça que je vous en parlais, c'est que c'est le retour dans le Super Bowl, si vous aimez le foot américain, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les New England Patriots. Et si, je crois que j'en avais déjà parlé lors de la première saison de Culture. Mais si vous l'avez pas vu, allez voir l'incroyable documentaire Dynasty sur les New England Patriots. Je crois que c'est en 10 ou 12 volumes sur l'incroyable arrivée suite à la blessure d'un joueur. J'ai rarement vu, si tu veux, c'est rare que un quarterback enfin, un joueur soit remplaçant d'une superstar et qu'en fait la superstar se blesse et que son remplaçant devient le plus grand joueur de tous les temps. Tu vois, C'est clair. l'histoire, elle est folle parce que ce gars, ce Tom Brady, qui t'aurait même pas donné ton colis pour qu'il l'amène vite avant que ça ferme là-bas, parce que tu serais arrivé avant lui en courant. Donc, cette fameuse blessure de Drew Bledsoe qui prend ça à la rigolade, et le, enfin, le montage d'une franchise et qu'on voit qui démarre, et la manière dont ça devient plus qu'une franchise, enfin, une vraie industrie de la gagne, tu vois, avec tous ces Super Bowl gagnés. Alors, Brady en a 7, mais je crois qu'il en a 6 avec les Patriots. Et donc, de voir, il y avait beaucoup de mèmes là-dessus aux États-Unis, genre, tu sais, des gens qui sont déprimés, genre, ceux qui pensaient pas, qui pensaient s'être débarrassés des Patriots pendant 40 ans et qui les voient déjà revenir au Super Bowl. Donc voilà, et puis on en a beaucoup parlé parce que leur coach n'est pas été sélectionné au premier tour pour être au Hall of Fame Oui, ouais, Bill Bill Belichick, Belichick, ouais. voilà, qui est maintenant le coach de l'université à UNC, à North Carolina, avec sa délicieuse compagne qui fait connerie sur connerie. Et voilà, c'est un roman, c'est devenu un roman photo. Et bon, alors,
J'ai quand même lu deux, trois trucs dessus, on va pas entrer dans les détails, mais il y a des raisons pour lesquelles il n'est pas retenu Ok. au premier tour. Voilà, il y a des raisons objectives par rapport à des délais, par rapport à des choses qui sont passées, mais c'est pas un refus catégorique, bien évidemment. Ouais, parce que ça aurait été fou, moi qui connais, Non, enfin non, qui suis de c'est très c'est très par loin, j'étais rapport au surpris, tu vois, process, mais la procédure, oui, oui, non, ok. non, c'est pas quelque chose qui est figé. Mais voilà, donc allez voir ce documentaire Dynasty si vous êtes fan de foot US avant que la NFL vous délaisse de sûrement 200 ou 300 balles au Stade de France l'année prochaine pour aller voir New Orleans, Cleveland. C'est Ça clair. va être autant la NBA, c'est sûr que ça fonctionne, autant je me demande dans quelle mesure ça peut. Alors, je crois que c'est au mois d'août qu'ils le font, donc il fera chaud encore, donc peut-être. Hmm. Dans quelle mesure la NFL va intéresser 80 000 personnes? Alors, certainement beaucoup de gens qui vont venir d'Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est presque le sport national avec le football. Les gens adorent ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ce qu'on va voir également, c'est ta relique, Théo. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Alors écoute, tu sais, parmi les magazines pour lesquels j'ai eu la chance de bosser, il y en a un vraiment qui m'a marqué, que j'ai adoré, qui s'appelait Tyler. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'était un magazine qui se présentait comme étant un magazine de sport au pluriel et cultures urbaines, dans lequel tu avais de la musique, du basket, du foot, etc. Et à côté des Tyler, ils avaient sorti 3 numéros de ce qu'ils avaient appelé les Little Tyler. Et là, je te montre le premier épisode. C'était spécialement dédicacés aux sneakers. Et donc il y a celui-ci avec la pochette qui est incroyable, avec un Génial. authentique gardien d'immeuble, avec une paire de, c'est toi qui me diras, au pied il a des Air Force, voilà, des Air Force. Après ils avaient fait celle-ci, très belle aussi, et je trouve, des constructions pour des choses autour des sneakers, avec une ballerine avec ses sneakers. Magnifique. Les deux premiers qui étaient, dont Thomas Giorgetti était le rédacteur en chef sur ces deux premiers numéros, et le troisième, Lil Tyler. Voilà, cette fois-ci, c'était Maximilien Tari, collaborateur de longue date de Rivers, le Closet, si vous le cherchez sur les réseaux sociaux, qui avait piloté celui-ci. Et voilà, c'était en gros des mini-séries uniquement dédiées à l'univers de la sneakers, avec à la Ah, fois des vachement papiers un beau. peu historiques, des interviews parfois de designers ou de ce qu'on appelait à l'époque les sneaker addicts, ces fans de basket. Moi, je t'avoue que c'est comme ça que j'ai découvert en fait qu'il y avait un mythe, enfin du moins une culture autour des chaussures de basket comme ça. J'étais pas, j'étais très ignorant de tout ça. Là, une super interview de Scoop Jackson, tu vois. Vraiment, ça me fait kiffer. Il y a Kevin Coolio qui a participé à la plupart de ces numéros. Donc voilà ma relique, mais j'adore cette pochette-là, je la trouve mythique. Tu serais. Enfin, tu n'es plus surpris parce que tu le sais maintenant, mais les gens ne se rendent pas compte combien la culture sneaker et basketball est intimement liée, presque de la même manière que le jazz et le hip-hop sont parents, quoi. C'est-à-dire Hmm. que tu peux raconter presque l'histoire de la NBA à travers 20 chaussures. Ouais. Voilà. Je viens de te mettre dans la tête qu'il va falloir faire un MOOC sneakers pour voir qu'on peut expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travers cet univers-là. J'en doute pas une seule seconde, mais c'est toi, t'es mon référent de base sur tout ce qui est question de football et question de football US. Alors là, à égalité avec mon pote Romain et Benoît Jamais qui écrit aussi dans Rivers, mais par contre sur les sneakers, c'était clairement mon référent de base. Ouais, Maximilien est très fort là-dessus aussi. Rien à dire. Qu'est-ce que tu as toi de ton côté? Alors moi j'ai une petite relique, une petite collection qu'on avait fait. Tu sais que Rivers des fois faisait des petites collections, des petites collabs comme ça avec des visuels sympas. Et je sais pas si tu connais la marque Culte, qui était une marque marseillaise, Culte K-U-L-T-E. Oui, Voilà, cette marque-là, je montre le logo que tu dois certainement connaître. oui, Et une fois, ils ont fait une collab avec Radio Grenouille. Voilà, ils avaient fait des t-shirts et des tote bags comme ça avec les ondes et de l'autre côté ah, 88.8 FM. Et ils avaient fait voilà, des séries de sacs. Et au moment où ils avaient déménagé, ils étaient partis, la collab finalement il l'avait pas forcément, ils en avaient vendu, mais il en restait. Donc il m'avait filé un carton entier de t-shirts et de sacs. Et donc des t-shirts, j'en avais filé plein aux copains, etc. Et des sacs, il m'en reste. Et donc ce sac que je vous montre là, eh bien, je vous l'envoie par la poste au premier qui nous envoie un petit message sur notre page Instagram Hoop Culture. Alors, c'est le premier, hein, j'en ai qu'un. Donc, si vous regardez ce podcast lundi, vous emmerdez pas à envoyer un message, je serai, je pense, un peu mort. Mais voilà, vous nous envoyez un petit message, vous nous donnez votre adresse. Si vous êtes le premier à nous l'envoyer, eh ben, je vous le fais partir par la poste illico et je vous mettrai un petit mot dedans
et plein d'amour. Très beau geste, Pierre Armand, qui me surprend. Vous voyez, je vais. Tu me surprends, genre, je suis un crevard. Non, pas du tout, mais je savais pas du tout qu'il y avait ça qui était prévu là. Du coup, promis, je participerai pas, je serai pas le premier à envoyer un message pour Patrick. Il en restera un pour toi. Magnifique tout ça. Bah écoute Pierre Armand, merci encore comme chaque semaine pour ce bon moment. On espère que voilà que vous aurez passé un bon moment avec nous cette semaine. On a fait plus léger un petit peu que les semaines passées. C'était une volonté, puis aussi parce qu'on ne peut pas garder la tête que dans les problèmes, même si on a forcément un œil là-dessus. On vous souhaite de passer un excellent week-end, une excellente semaine. On vous met la plupart des références musicales en description de cet épisode. Vous savez que tous nos morceaux coup de cœur de la semaine, etc., sont sur la playlist Hoop Culture. Vous pouvez trouver le lien, pareil, dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.